Ethics Society. J'ai le plaisir d'animer cette séance sur la justice en éthique en santé mondiale qui fait partie de notre série de conversations menées par la Société canadienne de bioéthique et, euh, et parrainée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Nous avons le Dr. Darrell Pullman de l'Université Memorial à Terre-Neuve et Labrador. Donc, c'est lui qui animera et nous aurons la Dr. Rioa Chung et le Dr. Maxwell Smith qui vont être présentés dans un moment. Je suis très heureuse qu'il y ait des membres du conseil d'administration et des représentants de nos organisations membres qui sont ici et bienvenue à vous qui n'êtes pas encore membres mais qui se joignent à nous parce que vous êtes intéressés par le sujet d'aujourd'hui. Nous espérons que vous adhérez à la Société canadienne de bioéthique pour rejoindre une communauté qui travaille sur de nombreux aspects de la bioéthique. Vous avez différentes manières de rejoindre la conversation. Nous avons l'interprétation simultanée qui est disponible en français et en anglais. Pour écouter dans la langue de votre choix, sélectionnez le menu interprétation au bas de l'écran, ce qui ressemble à un globe terrestre, et choisissez votre langue. Si vous comprenez les deux langues, vous pouvez désactiver cette fonction pour entendre tout dans la langue de la salle. À la fin des deux exposés, nous aurons une période de discussion et vous pouvez également poser vos questions à tout moment en utilisant la fonction questions et réponses, Q et R, et non pas la fonction clavardage. Vous pouvez noter vos questions en français ou en anglais. Votre nom ne sera pas lu, mais il apparaîtra. Vous pouvez également poser votre question de manière anonyme. C'est un choix que vous pouvez faire si vous ne voulez pas que votre nom soit vu. Vous pouvez également utiliser l'icône « Levez la main » au bas de votre écran. Si vous levez la main, l'animateur vous appellera par votre nom au moment opportun et vous pourrez activer votre micro pour poser votre question. Si vous décidez d'utiliser cette option, nous vous demandons d'être succinct dans votre question de manière à optimiser le temps que nous avons ensemble. Et nous serions heureux d'avoir également votre rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez nous envoyer vos rétroactions à canadianbioethicsociety@gmail.com. Cette séance fait l'objet d'un enregistrement et l'enregistrement sera placé sur notre site Web. J'ai l'honneur et le privilège de me joindre à vous de Kshipoktuk, qui est le territoire ancestral et non cédé des Ongnun. Et ce territoire, Mi'kmaqi, inclut ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, l'île de Prince-Édouard, l'est du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie et une partie de Terre-Neuve. Et ce lieu que nous appelons Halifax est un territoire qui est inclus dans les traités de paix et d'amitié qui ont été signés avec la couronne britannique en 1726. Ces terres n'ont pas été cédées par ces ententes. L'entente établissait des règles pour une relation continue entre nations. Je reconnais donc le territoire sur lequel je suis et je voudrais exprimer mon appréciation pour les Premières Nations pour leur gardiennage de la terre. Et je vous encourage également à prendre un moment à réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et à réfléchir aux générations actuelles et passées des autochtones, des peuples autochtones qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. La Société canadienne de bioéthique est une communauté interdisciplinaire et interprofessionnelle qui permet d'avoir un forum national pour ceux qui sont intéressés sur les questions de bioéthique et en particulier au Canada. C'est donc un endroit où nous pouvons parler de différents aspects de bioéthique qui touchent la santé et le bien-être des Canadiens. Nos membres sont des universitaires, des chercheurs, des professionnels des soins de santé, des éthiciens, des étudiants, des journalistes, des experts de la politique publique qui sont encore actifs ou retraités
et qui participent à cet échange par le biais de ce réseau. Certaines des activités organisées par nos membres incluent la série de conversations comme celle d'aujourd'hui qui nous permet d'avoir un dialogue et de rester connectés au cours de l'année en dehors de notre conférence annuelle. Il s'agit de la dernière série de conversations de 2023, mais nous sommes en train de planifier la troisième série de conversations pour 2024. Alors suivez-nous sur les médias sociaux et vérifiez notre site web pour les événements qui s'en viendront au cours de la prochaine année et n'hésitez pas à nous envoyer un courriel pour nous dire quel est le sujet que vous voudrez voir couvert. Comme vous le savez, nous sommes en pleine semaine de l'éthique en santé et ce vendredi, le 10 novembre, de 13 heures à 15 heures, heure de l'Est, la Société canadienne de bioéthique organise un atelier sur la rédaction sur la bioéthique pour le public en général, pour le grand public. Alors, n'hésitez pas à partager cet événement. Et puis, la conférence de la SCB 2024 sera tenue avec la conférence internationale sur l'éthique et la consultation clinique qui se tiendra du 29 au 31 mai 2024 à Montréal. Le thème est partenariat avec les patients et les communautés. Vous pouvez vous inscrire et on appelle également à proposition d'exposer. Vous pouvez donc aller sur le site web de la Société canadienne de bioéthique pour en savoir plus. La Société canadienne de bioéthique est menée par un conseil d'administration dévoué et par notre administratif, Mary Lou Scott-Smith. Et nous avons un certain nombre de membres de tout le pays qui nous permettent de continuer d'exister comme organisation sans but lucratif et organisation caritative. Dans notre série, nous voulons remercier les organisations partenaires et donc à chaque séance, nous invitons une des organisations qui nous soutient pour qu'il nous parle du travail qui est fait. Aujourd'hui, nous allons Fraser Health Authority. Nous avons Susan Rink qui est chargée des services de diversité et d'éthique. Merci, je m'appelle Susan Rink des services d'éthique de l'Autorité de santé du Fraser. Merci à la Société canadienne de bioéthique de nous donner l'occasion de présenter notre service. L'Autorité sanitaire de Fraser est la plus grande des 5 autorités sanitaires régionales de la Colombie-Britannique et nous sommes situés juste à l'est de Vancouver. Nous fournissons des services sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des nations Salish de la côte et des nations Nklapamuk. Nous fournissons des services hospitaliers et communautaires à plus de 1,9 million de personnes dans 20 communautés diverses, de Burnaby jusqu'au canyon du Fraser. Nous gérons un budget de plus de 4 millions de dollars et employons près de 50 000 personnes, y compris des médecins partenaires. Nos communautés comprennent une population multiculturelle diversifiée, dont 6 communautés métisses à Chartres et environ 62 000 autochtones associés à 32 communautés des Premières Nations. 80% des nouveaux immigrants et réfugiés en Colombie-Britannique s'adressent à l'autorité sanitaire de Fraser. En termes généraux, nous apportons notre soutien à la région dans les domaines suivants. Consultation éthique au niveau du système ou de l'organisation, consultation en matière d'éthique clinique, éducation et formation, soutien en cas de détresse morale et recherche en éthique. Nos objectifs sont de soutenir la prise de décision dans toute la région, renforcer la capacité des individus et des équipes à prendre ensemble des décisions difficiles dans un contexte de diversité et d'inégalité et aider les individus et les organisations à vivre avec une plus grande intégrité. Notre service au niveau du système fournit un soutien et des conseils aux dirigeants qui doivent prendre des décisions organisationnelles particulièrement controversées ou complexes. Ce service facilite la mise en place d'un processus permettant de traiter le problème et d'identifier la question et de mettre en œuvre des solutions. Nous aidons l'organisation à s'assurer que ces décisions politiques sont analysées sous l'angle d'une politique d'égalité, de respect, de traitement, et que ces décisions sont éclairées par les valeurs des groupes communautaires concernés, que ces décisions également soient justifiées d'un point de vue éthique et mises en œuvre de manière efficace. Outre une sélection de nos consultations actives sur la diapositive,
Les membres de nos équipes soutiennent également des initiatives nationales en matière de prise de décision, notamment le groupe de travail de la COVID-19 du Comité consultatif national de l'immunisation et le groupe consultatif sur la mise en œuvre pour la stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares. Et puis, nous avons également notre service de consultation en matière d'éthique clinique, qui constitue un autre domaine de service. Nous fournissons une aide à la consultation sur place et virtuelle dans les cas difficiles et complexes, en faisant appel à des interprètes si nécessaire. À ce jour, nous avons apporté notre soutien dans près de 60 situations de soins aux patients, là où il y a des incertitudes ou des désaccords, soit entre les prestataires de soins de santé, soit entre les prestataires et les patients et ou leurs proches. Nous disposons d'un modèle d'évaluation pour ce service qui nous aide à identifier les domaines plutôt à améliorer et à renforcer notre service en conséquence. Les services d'éthique proposent une série d'expériences éducatives qui aident les participants à acquérir des connaissances, notamment par le biais de notre cours annuel de bioéthique. Dans sa 17e édition, notre cours accrédité de 5 mois vise à aider les dirigeants à utiliser une méthode de prise de décision systématique basée sur les valeurs et fondée sur des données probantes. Le cours aide également les dirigeants à faciliter les discussions avec d'autres personnes en utilisant ce processus et à renforcer les connaissances, les compétences et les attributs en matière d'éthique dans un contexte de diversité et d'inégalité. Le cours intensif de formation en bioéthique de notre autorité sanitaire a diplômé plus de 400 leaders. Notre offre de formation inclut également des séances virtuelles et en personne et représente régulièrement plus de 10 000 heures personnes d'instruction par an. Nous avons d'autres projets en cours de développement pour 2024 qui pourraient vous intéresser, comme le programme de bourse de recherche en éthique de Fraser Health et la stratégie régionale de soutien en cas de détresse morale. Nous sommes toujours prêts à collaborer, alors n'hésitez pas à nous contacter. Et nous recrutons également pour divers postes, donc si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Alors merci à la CBS SCB de nous avoir invités à nous présenter et je rends la parole à Catherine. Merci beaucoup, Susan, et merci beaucoup au nom de la Société canadienne de bioéthique pour le soutien de Fraser Health et pour vos contributions à la bioéthique au Canada. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de présenter l'animateur, le professeur Darrell Pullman, qui va présenter nos panélistes et animer la discussion. Darrell est un professeur de bioéthique au Centre de bioéthique et la faculté de biomédecine à l'Université Memorial. Il a beaucoup d'expérience en recherche et en éthique clinique et il publie des articles sur différents sujets de bioéthique, y compris l'éthique et le vieillissement et la confidentialité et la propriété intellectuelle. Alors, merci d'être ici avec nous et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Catherine, et merci à la Société canadienne de bioéthique pour tous les efforts qui sont réalisés pour organiser cet événement dont je suis très content de faire partie. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps pour mon introduction parce que nous voulons entendre les panélistes. Je suis très heureux de faire partie de cette journée où nous parlons de justice et d'éthique en santé mondiale. Comme pour beaucoup de gens qui travaillent dans la bioéthique, je suis intéressé par la santé mondiale et l'éthique en santé mondiale. Et pour moi, c'était surtout une question très théorique sur laquelle je lisais beaucoup. Mais la pandémie a montré les aspects pratiques de manière très réelle, de manière très personnelle. Et donc, beaucoup de ces questions en matière de bioéthique sont très pertinentes, en particulier les questions de justice qui sont maintenant à l'avant-plan. Et je vais présenter nos panélistes et ensuite chacun d'entre eux fera son exposé et cela sera suivi par la possibilité d'avoir une conversation avec ces panélistes. Nous avons tout d'abord la Dr. Roya Chung, qui est co-directrice du Centre de recherche en éthique avec la professeure Christine Vogt
de l'Université McGill. Elle est professeure titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Depuis juin 2023, elle est vice-présidente de l'Association canadienne de philosophie. Elle a été doctorante invitée à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, à côté de Paris, en 1997, et elle a obtenu son doctorat en philosophie à l'Université de Montréal en 2001. Elle a été chercheuse invitée à l'Université Columbia en 2002 et à l'École de santé publique de Harvard en 2003. Elle a reçu un prix d'excellence en enseignement de la FAS en 2005. Je crois que c'est là, dit l'orateur. Ses domaines de recherche sont l'éthique dans les relations internationales et la philosophie politique appliquée dans le domaine de la santé mondiale. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Je vais présenter le deuxième panéliste, Maxwell Smith, professeur adjoint et titulaire de la chaire de recherche en éthique de la santé publique à la Faculté des sciences de la santé à l'Université Western. Il est également directeur associé de l'Institut Rotman de philosophie et à des nominations conjointes au département de philosophie, au programme interfacultaire Schulich en santé publique et au département d'épidémiologie et de biostatistique. Il a occupé de nombreux postes de conseiller auprès de gouvernements et d'autorités sanitaires, notamment en tant que membre du groupe d'études ministérielles sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 en Ontario et du groupe consultatif en matière d'éthique en santé publique de l'Agence de santé publique du Canada et du groupe de travail d'experts en éthique sur la COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé. Les recherches du professeur Smith portent principalement sur l'éthique de la santé publique et plus particulièrement sur l'éthique des maladies infectieuses et des exigences éthiques que l'équité en matière de santé et la justice sociale imposent au gouvernement et aux institutions pour protéger et promouvoir la santé publique. Voilà, je vais donner la parole à la Dr Chong qui va faire sa présentation en français. Vous pouvez utiliser les services d'interprétation qui ont été mentionnés plus tôt. Donc, merci à la Dr Chong. C'est vraiment un plaisir de partager cette conversation avec Maxwell et avec Darrell et avec toute l'équipe. Merci également aux interprètes qui vont donc vous traduire en anglais, s'il le faut, ma présentation. Alors, les PowerPoints sont écrits en anglais pour faciliter la compréhension de tous les auditeurs, mais ma présentation aura lieu donc en français. Alors, dans un premier temps, le titre de la présentation qui va durer à peu près une dizaine de minutes et donc merci éventuellement de me faire signe, peut-être 5 minutes avant la fin, donc 10 à 15 minutes. Alors, le titre de la présentation est « Le droit humain à la santé, la sécurité humaine en opposition au phénomène de la sécurisation de la santé ». Et donc, je vais vous parler de ces idées-là. Ce sont des travaux qui ont été financés par le Social Science and Humanity Research Council of Canada, c'est-à-dire le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et une partie de ma présentation est tirée d'un chapitre qui est à paraître dans un ouvrage publié chez Oxford University Press, co-dirigé par Jude Brown et Maeve McQuan, et qui est intitulé « What is Structural Injustice ?» Et donc, ce sera open access éventuellement, donc au printemps prochain. Et mon chapitre est intitulé COVID-19 and Global Structural Health Inequality. Une partie donc de la présentation est tirée de ce chapitre-là. Et de même, pardon, excusez-moi, je dois trouver une façon de changer la diapo. Voilà. Une autre partie, je dois le souligner, est tirée d'un chapitre qui vient de paraître dans un livre qui est présentement en librairie depuis quelques jours. C'est un ouvrage collectif Justice in Global Health, New Perspectives and Current Issues, co-dirigé par nos jeunes collègues Himani Bakouni et Lucas Mioto, jeunes et brillants collègues de la nouvelle génération qui travaillent sur justice et santé mondiale. Et j'ai eu le grand honneur et le grand privilège de pouvoir travailler avec Dr. Joanne Liu, qui est l'ex
vice-présidente internationale de Médecins sans frontières et nous avons eu l'occasion d'écrire ce chapitre The Ethical Issues Raised by the Securitization of Health. Et donc, encore une fois, je la remercie pour cette collaboration. Dans le cadre de ma présentation, je vais vous présenter 3 idées. La première idée vous exposera très brièvement et très généralement en quoi consiste le droit humain à la santé. La deuxième partie vous parlera de la notion qui a émergé au tournant des années 90 de la sécurité humaine qui comprend la sécurité en santé et comment il faut distinguer ce discours de la sécurité humaine, en troisième lieu, par opposition à un phénomène contemporain et que je qualifierais de tragique, qu'on nomme la sécurisation de la santé au nom des intérêts nationaux. Et j'aurai donc l'occasion de vous présenter ces 3 idées. La première idée, The Human Right to Health, et je vais donc vous citer cet article 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits humains fondamentaux, et je vais tout simplement le lire en anglais. Everyone has the right to a standard of living. Tout le monde a le droit d'un niveau de vie qui soit approprié pour la santé et le bien-être de soi et de sa famille, y compris les services sociaux nécessaires et la sécurité dans le cas de chômage, de maladie, de handicap, de veuvage, de vieillage, etc. D'un droit humain à la santé et qui est au fondement de la coopération et de la solidarité internationale dans le domaine de la santé mondiale. Il y a 2 types de justification de cette coopération internationale en santé. La première repose sur des arguments prudentiels, c'est-à-dire sur des raisons purement instrumentales qui servent les intérêts bien compris de tous et chacun. L'idée consiste à dire que la coopération internationale repose sur l'adage des 3 mousquetaires, tous pour un et un pour tous, et ceci servira l'égoïsme réfléchi de chaque État, étant donné que nous vivons dans un monde divisé en États et que le droit international est pensé sous la forme de la souveraineté des États. Donc, les acteurs fondamentaux, ils ne sont pas les seuls, mais les premiers acteurs à qui s'adressent les principes de la coopération internationale en santé mondiale sont effectivement des États. Et donc, la deuxième forme de justification de cette coopération internationale repose cette fois-ci sur des arguments qui sont davantage philosophiques et éthiques. Ce sont des arguments qui reposent sur la justification morale et l'universalisme moral d'un droit humain à la santé que l'on pourrait d'une certaine façon défendre contre toute forme de différence idéologique et de différence culturelle. Une façon de défendre cette approche qui n'est peut-être pas idéale et parfaite, mais qui, pour le moment, est probablement la seule qui a un certain levier politique, est l'approche des droits humains. Et donc, on peut défendre l'universalisme moral, même si on tient compte du relativisme culturel qui caractérise l'état de ce monde, en arguant que les droits humains fondamentaux, dont le droit humain à la santé, est un basic right, une forme de droit de base qui permet la possibilité d'exercer tous les autres droits civils et politiques. C'est l'approche d'un philosophe qui s'appelle Henry Shue, un autre penseur prix Nobel d'économie, Amartya Sen, a défendu l'approche des capabilités et lui aussi a tenté de défendre l'universalisme moral de l'approche des capabilités, peu importe le contexte culturel où il faut effectivement appliquer l'approche des capabilités et parfois spécifier des différences culturelles.
mais il n'en demeure pas moins que le concept de capacité humaine désigne justement ces choses qu'on devrait être capable d'être et de faire en dépit justement de toutes nos différences. Et un autre philosophe, Norman Daniels, a parlé de ce qui est spécial et spécifique concernant la santé. C'est que être en santé, être en vie et être suffisamment en santé est la condition de base qui permet l'exercice de toutes les autres libertés humaines. Donc, c'est dans ce sens-là que l'on veut défendre un droit humain à la santé. L'idée, la deuxième idée de sécurité humaine est un concept qui est apparu au tournant des années 90, très exactement en 1994, dans le contexte d'un rapport qui avait été produit par le programme de développement des Nations Unies, donc le United Nations Development Program, introduce dans le contexte de ce rapport en 94 l'idée donc de la sécurité humaine qui devait d'une certaine façon rappeler que les enjeux de sécurité ne concernent pas seulement les États, mais les individus et les populations à travers le monde et à travers les frontières. Donc, il y avait une forme d'universalisme moral, encore une fois, concernant cette idée de sécurité humaine. Sécurité humaine qui, dans le cadre donc, de ses travaux dans les années 90, comportait 7 volets. Donc, sécurité environnementale, sécurité personnelle, sécurité économique, sécurité en santé, sécurité politique, sécurité de la communauté et sécurité alimentaire. Et encore une fois, l'idée consiste à penser la sécurité en santé et la coopération internationale en santé mondiale comme une forme de sécurité humaine qui correspond finalement au droit humain à la santé. Et tout cela, il faut mettre en contraste et en opposition avec un phénomène contemporain qu'on appelle la sécurisation de la santé. Et c'est très important de faire la part des choses, il me semble, parce que le phénomène de la sécurisation de la santé parfois rentre violemment en conflit avec la coopération internationale dans le domaine de la santé mondiale. Alors, une définition très rapide, c'est à partir des attentats du 11 septembre 2001 que le vocabulaire de la sécurisation de la santé est apparu. Donc, la sécurisation de la santé réfère à ce phénomène par lequel on comprend les enjeux de santé comme étant élevés au niveau des intérêts de la sécurité nationale. Et un des phénomènes ou une des conséquences les plus troublantes de la sécurisation de la santé, c'est le fait de subordonner les droits humains euh, euh, sous la priorité des intérêts nationaux de sécurité nationale. Et on voit donc que le droit des États ou ce qu'ils invoquent comme leur droit à la sécurité nationale peut rentrer violemment en conflit avec les droits humains sans frontières. Un phénomène, et il y a 3 déclinaisons, mais je vais simplement m'arrêter au premier cas de figure, est la forme de nationalisme de la santé que nous avons vu émerger dans le contexte de la pandémie. Il y a eu, et nous avons été témoins donc d'une course prédatrice au vaccin pour contrer le SRAS-CoV-2 pendant la pandémie. Et donc, nous avons vu une demande qui avait été initiée par l'Afrique du Sud et par l'Inde et qui avait été appuyée par une centaine de pays qui demandaient à l'Organisation mondiale du commerce de suspendre les brevets pharmaceutiques pour permettre la distribution et le partage des vaccins à l'échelle planétaire et pour faciliter ce partage. Or, en dépit donc du discours d'équité vaccinale qui avait été défendu par l'Organisation mondiale de la santé, les États les plus riches de ce monde, incluant le Canada, l'Union européenne, le Japon, etc., ont décidé de s'opposer
à la demande, donc de ces pays qui, demandaient la suspension des brevets pharmaceutiques et nous avons vu, et je ne vous rappellerai pas tous les détails, comment cette course prédatrice au vaccin, s'est déclinée et s'est, illustrée, à travers le monde pendant la pandémie et nous avons vu à quel point, le concept de solidarité internationale, en termes d'équité vaccinale a été un échec euh, lorsque on analyse ce phénomène comme une étude de cas pour mesurer les capacités de coopération de solidarité internationale en matière de santé dans un contexte de crise sanitaire. Et donc, voilà le premier exemple sur lequel je m'arrêterai, quitte à parler des autres exemples de sécurisation de la santé, mais donc en espérant que cette présentation fut suffisamment claire pour tous les auditeurs anglophones et francophones. Et merci encore aux interprètes qui ont toujours la tâche difficile et ingrate de devoir faire la traduction simultanée. J'espère que le propos a été suffisamment clair pour tout le monde et merci. Merci, Dr. Chung, pour cette présentation intéressante qui va poser les bases de notre discussion, de notre conversation, du moins je l'espère. Nous allons à présent passer la parole au Dr. Maxwell Smith pour sa présentation et je vous encourage, ce faisant, à réfléchir à des questions que vous pourriez poser pendant la session de questions-réponses afin que nous puissions avoir matière à discussion. Merci beaucoup, Daryl, pour cette présentation et merci de modérer la session. Merci à Catherine et à toute l'équipe CBS-SCB. Merci de m'avoir invité à faire partie de cette conversation. Et un grand merci à Rioa qui a posé les bases d'un certain nombre de questions que je voudrais soulever dans ma propre présentation. Il s'agit d'un sujet vaste. Il y a eu beaucoup de travail fait sur la justice en santé au niveau mondial, au niveau philosophique notamment. Moi, je voudrais passer en revue les différentes raisons, les différentes justifications qui sous-tendent la question de la justice en santé, notamment les problèmes structurels sur lesquels on doit se pencher. Et en même temps, il y a un travail formidable qui est fait au niveau des politiques ou des actions qui doivent être mises en œuvre afin de faire avancer la justice mondiale internationale. Et bien entendu, ces politiques sont toujours reflétées dans la pratique. Il y a la maigre contribution que je voudrais faire à travers ma présentation, c'est d'utiliser mon expérience en tant que responsable de politique pendant la pandémie, au cours des 3 années de pandémie. Et je voudrais parler des obstacles pratiques qui se posent lorsque l'on travaille sur la justice en santé globale et lorsqu'on essaie d'obtenir une forme d'équité. Au cours de la pandémie, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et qu'il y avait des choses qu'il fallait changer si on voulait vraiment faire avancer la justice heu, en santé. Alors pour parler, de tout ça en 10-15 minutes, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'identifier 5 échecs bien distincts qui, interviennent lorsqu'on essaie de faire avancer, l'équité. Si on veut vraiment faire preuve d'équité, il faut, être bien conscient de tous ces obstacles qui peuvent mener à une forme d'équité allégée, et ce qui, justement, ne correspondent pas aux objectifs que l'on peut avoir en termes de justice en santé. Avant de commencer, je voudrais, parler des de mes liens
avec, certaines organisations, puisque je vais parler de ma propre expérience. Je travaille donc, pour, l'OMS, le groupe de travail d'experts sur la COVID-19 et l'éthique, également, le groupe, accélérateur éthique et gouvernance, le groupe de travail, un groupe, consultatif, sur, l'éthique des politiques publiques, au Canada, et j'ai fait partie également d'un groupe de travail sur la distribution du vaccin de la COVID-19. Alors, un des, déficits en termes d'équité que j'ai constaté lorsque l'on essayait de mettre en place des politiques, d'équité, c'est que souvent l'éthique était absente des conversations. Un exemple que je voudrais, vous donner, c'est, le concept de l'OMS d'un accès juste et d'une distribution équitable des, produits médicaux de la COVID-19. Ça, c'est un document qui a été développé par un certain nombre, d'experts de l'OMS afin d'établir un cadre, qui permettrait de, distribuer les vaccins, les diagnostics, les médicaments, contre la COVID-19 de façon équitable. C'est un exemple, pas le seul, où j'ai entendu des gens qui étaient impliqués dans ce processus et qui souhaitaient vraiment avoir une distribution équitable des produits, dire que l'équité, c'était un terme technique, pas une valeur. Un terme technique, pas une valeur éthique, qui devrait donner lieu à une interprétation éthique et à un engagement normatif. Donc il y a eu une bataille dès le départ entre ceux qui disaient qu'ils voulaient l'équité afin qu'ils reconnaissent que on était sur, que l'équité était une valeur éthique et devait donner lieu à des engagements éthiques si on voulait, atteindre l'équité et une justice dans la distribution des vaccins. Oui, on a dû revenir sur certains contextes concepts, comme, l'équité, contre la charité, et cetera. Et dans ce contexte, on a parlé du fait que tous les pays, quel que soit leur développement économique, devaient avoir accès à une part des produits et des diagnostics, des vaccins et des, médicaments lorsqu'ils étaient disponibles. Ça, au départ, on s'est dit qu'il fallait un certain nombre de doses qui devaient être disponibles pour le vaccin afin que cela couvre 3 de la population. Et à partir de là, progressivement, on allait fournir davantage de vaccins afin d'amener ce pourcentage à 20 de la population nationale de tous les pays. Donc, bien entendu, il y a plusieurs façons de réfléchir à l'équité, la justice, la distribution équitable des vaccins, mais on peut faire la distinction entre donc, est-ce qu'on se centre sur les personnes qui sont plus, vulnérables, à la Covid ou le fardeau de la maladie pour certains pays? Ou alors, les, manques, structurels de certains pays où les systèmes de santé ne sont pas très, heu, solides? Tout ça, étant des raisons qui feraient qu'on distribuerait de telle ou telle manière. Alors, une façon de trancher, ça a été d'établir ces pourcentages. Est-ce que ça reflète notre, engagement envers l'équité? Bien, la question reste, ouverte pour moi, mais en tout cas, voilà, ça reflète, heu, une vision de la chose et je pense que, on est les personnes qui tenaient à une vision éthique de l'équité n'étaient pas forcément en faveur de ce choix. Donc c'est, un exemple qui montre qu'ici, on a discuté d'équité, on a réfléchi à l'équité, mais on n'a pas vraiment réfléchi en même temps à l'éthique et à la façon dont on pouvait s'engager éthiquement pour atteindre l'équité. Deuxième manque, on a discuté d'équité, mais sans parler de responsabilisation. Alors, il s'agit d'un exemple de août 2021. L'OMS a appelé à un moratorium sur les rappels de vaccins afin que au moins 10% de la population de chaque pays puisse être vaccinée. C'est là qu'on a vu donc, le Canada, les pays du Nord, qui en étaient à la troisième, la quatrième dose, alors que dans certains pays, à faible revenu, on n'en était même pas encore à la première dose. Moi, il y a eu un discours à l'OMS
en septembre pour étendre ce moratorium parce qu'on ne voyait plus d'accès, et de distribution des vaccins dans les, pays du Sud. Alors, c'était tout à fait louable, hein, de la part de l'OMS, hein, de demander ce moratoire, hein, mais lorsqu'on parle de responsabilisation, on se peut se demander qui est responsable de cet appel. Voilà un exemple, d'un document du, Comité, national consultatif sur l'immunisation du Canada, qui est responsable de donner des conseils aux provinces et territoires sur la distribution des vaccins. Et je pense que, là encore, c'est louable puisque le NASI, reconnaît l'importance de l'équité, vaccinale au niveau mondial, afin qu'il y ait une équité, dans la distribution. Ils veulent l'équité au niveau national, mais également au niveau international et l'OMS a appelé les pays individuels à, faire en sorte de, heu prendre en compte l'équité, l'accès international au vaccin lorsqu'ils prenaient des décisions sur la vaccination dans leur pays. Et justement, cela revient à, cette question de troisième, quatrième dose, ou première dose dans certains pays. Donc i Mais le mandat de ces organisations, en général, était national et non pas international. Moi, je faisais partie du groupe, de travail sur la distribution des vaccins de l'Ontario et les, décisions que l'on prenait, heu, par exemple, avaient des répercussions, mais on, prenait des décisions uniquement au niveau provincial, au niveau, de notre province. Tout le monde avait des responsabilités, heu, nationales, mais pas au niveau international, ne s'en rendait pas compte. Donc, finalement, la responsabilité, internationale était un concept sur lequel on n'a pas réussi à travailler. 3e point, l'équité, sans solidarité et sans réflexion, à l'échelle mondiale. Alors, il s'agit d'un exemple d'un document qui a été publié en décembre 2020 et qui vise à synthétiser les cadres qui étaient développés dans certaines instances, afin de distribuer les vaccins, au niveau national. Et on s'est rendu compte que tous les pays, du monde avaient utilisé, lorsqu'ils développaient des cadres de ce type, avaient utilisé le niveau de risque avec, des personnes à haut risque qui devaient, avoir priorité sur la vaccination. Il y avait un consensus éthique sur qui devait être prioritaire et quels devaient être les risques qui étaient pris en compte dans les critères d'établissement des priorités. Mais on n'a pas appliqué ce schéma éthique au niveau international parce qu'on n'a pas regardé quels étaient les pays ou les populations qui étaient les plus à risque au niveau international pour leur donner la priorité. On a fait ça uniquement au sein de chaque pays avec des cadres internes. Donc, là, on s'est centré sur l'équité au niveau national, mais on a ignoré ces principes et ces idées au niveau international ou pour d'autres pays. Quatrième manque, on cherche l'équité, mais on ne voulait pas rencontrer de difficultés dans notre entreprise. Alors vous vous rappelez peut-être qu'en 2021, on suivait, les taux de vaccination. Dès qu'on regardait, les nouvelles, on voyait, combien de vaccins avaient été administrés et ce suivi des vaccins a vraiment montré, les disparités, entre, les taux de vaccination, les disparités de taux de vaccination entre le nord et le sud et mais pour autant, ça n'a pas attiré l'attention sur ces disparités. Pourquoi? Parce que on mesurait principalement la vitesse de vaccination. Vous voyez ici, en haut à gauche, en combien de doses ont été administrées, par jour, pour 100 personnes, le nombre de vaccins qui ont été distribués, par pays. Et au lieu de nous montrer les disparités entre pays, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, eu une pression énorme sur les gouvernements, le gouvernement canadien notamment, pour, accélérer le processus, parce qu'on était par exemple, plus lent que les États-Unis ou Israël. Et donc on a, en fin de compte, eu cette lutte entre, l'équité d'un côté et la vitesse de l'autre et on a,
Donc notre attention à l'équité, nous empêchait d'être aussi rapide que possible. Donc, on s'est dit: «Est-ce qu'on peut laisser de côté, l'équité et aller le plus vite possible?» Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, dans plusieurs instances. Alors, il s'agissait que les populations qui étaient plus difficiles à atteindre soient vaccinées, s'assurer qu'elles soient vaccinées. Ce n'était pas la façon la plus rapide de vacciner. Donc, si on veut avoir de bons chiffres de suivi de vaccination, si on veut être rapide, comme on nous pousse à l'être, alors il ne faut pas aller chercher ces populations pour favoriser l'équité, mais vacciner le plus vite possible et le plus facilement possible. Enfin, 5e manque, on voulait les quitter, mais sans faire de sacrifices, hein. J'ai essayé, d'anonymiser ces réactions, mais je vous montre un exemple ici de quelqu'un sur Twitter qui dit: «Je On m'a, proposé un rappel, je suis reconnaissant, mais je vais refuser, tant que le Canada n'aura pas rempli ses engagements envers COVAX», hein, puisqu'il y a des millions de professionnels de la santé et de populations à risque qui attendent toujours leur première dose et ça ne va pas. C'est très louable à première vue, essayer d'équilibrer l'effet protecteur de la vaccination pour soi-même au Canada et la protection d'autres dans le monde. Et s mais sur les médias sociaux, on a vu que ça provoquait des réactions antagonistes. Quelqu'un dit: «Je soutiens l'équité vaccinale, mais je suis vulnérable et j'ai besoin d'une troisième dose». Autre réaction, ce qui a été dit dans ce premier post est égocentrique et sans compassion concernant le bien-être des Canadiens vulnérables. Donc si on veut, là, ce qui est dit ici, c'est que si on veut l'équité vaccinale, il faut ralentir la vaccination au Canada, mais ça ne semblait pas tenable comme position et c'est pour ça que le premier commentaire a été suivi de commentaires, qui n'étaient pas d'accord. Donc on est donc sur une forme d'équité allégée. L'équité est au centre de notre discours lorsqu'on parle de distribution des vaccins et pourtant, à différents égards, on n'a pas réussi à atteindre l'équité au niveau international. Merci beaucoup pour, cette conversation. Thank you, Max, and and thank you again to Merci Max et merci encore à, Rioa, pour, ces excellentes présentations. Vous nous avez donné du grain à moudre et nous avons quelques questions qui nous arrivent et il semble qu'il y ait des différences, d'opinion sur, la façon dont on comprend et dont on applique ces différents concepts. Je vais poser, les questions qui nous sont arrivées. Je ne crois pas qu'elles soient dirigées vers un des modérateurs en particulier. Je demanderai peut-être à l'un d'entre vous de répondre. Voici la première. Heu et ouais, si les vaccins, heu comment est-ce que le Canada peut justifier sa participation au nom de l'équité et se tourner vers des, techniques de marketing, heu et remise en cause de la sécurité, des vaccins? Alors je ne suis pas expert, sur les vaccins, je ne sais pas très bien quels sont les détails, derrière ça? Mais Mask, je vais peut-être vous demander si vous avez une réponse, et puis peut-être, docteur Chang. Oui, je peux, en parler autant que possible, Daryl. Il s'agit de la justice, en santé mondiale, hein. On n'est pas des autorités, de réglementation ici, mais ce que je peux dire, c'est que toutes les autorisations de réglementation du monde ont approuvé ces vaccins et ont montré, qu'ils étaient suffisamment sûrs. Nous, à partir de là, notre travail, c'était de réfléchir à la distribution équitable
afin de pouvoir protéger la santé de ceux qui étaient à risque. S'il y a des questions sur l'innocuité des vaccins eux-mêmes, dans ce cas, je dirais que c'est une autre conversation. Merci. Dr. Oui, Chang? si j'ai bien compris, je vais poursuivre donc la conversation en français et ce sera traduit. Mais vous me dites si j'ai besoin de m'exprimer en anglais pour faciliter la conversation. Mais donc, je vais reprendre et je vais renchérir ce que Maxwell a très bien dit. Je ne pense pas que l'essence de notre propos euh, porte sur la sécurité des vaccins ou le phénomène de vaccine hesitancy ou quoi que ce soit de ce genre. C'est pas, c'est bien sûr l'exemple parlait de la distribution équitable des vaccins à l'échelle internationale, mais ce n'était qu'un cas de figure récent dans notre mémoire collective pour illustrer le, comment dire, les échecs en termes de coopération ou de solidarité internationale en santé mondiale. Comme Maxwell, je vais prendre pour acquis que pour toutes sortes de raisons, les vaccins étaient suffisamment sécuritaires pour pouvoir être distribués à l'échelle planétaire. Il y avait quelque chose d'intéressant. Une fois, pendant une entrevue à la radio, on m'avait posé la question, oui, mais vous savez, le phénomène de l'hésitation vaccinale, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que ça fait du sens de vouloir distribuer des vaccins à l'échelle internationale si, par exemple, il y a des populations qui se méfient énormément des vaccins? Et encore une fois, la question et le phénomène de l'hésitation vaccinale est complexe et, ma foi, fascinant à étudier. C'est vraiment un peu plus compliqué qu'on ne peut le penser à première vue. Il y a par exemple, il y a des populations qui ont manifesté une forme d'hésitation maximale parce que dans leur histoire, avec l'établissement scientifique, par exemple, ils ont eu le sentiment, et à vrai dire avec raison, d'avoir été souvent des cobayes exploités, etc., etc. Donc, par exemple, il y a toutes sortes de discriminations raciales aux États-Unis qui expliquent pourquoi certaines couches de la population exprimaient plus d'hésitation vaccinale. C'est plus une question de mistrust, de confiance et de manque de confiance avec les autorités et l'autorité scientifique représentant une de ces establishments. Mais c'est une question à part, c'est pas le propos. Le propos consiste à dire qu'il y a eu, peu importe il y a eu un manque de solidarité et de coopération. Et c'est ce problème-là qu'on essaie, je pense, de cerner. Et je voudrais revenir sur le concept d'équité que Maxwell a si bien présenté. Et je vais le citer en anglais. Donc, le concept de inequity ou de equity in health a été développé encore une fois, notamment par Margaret Whitehead au sein de l'Organisation mondiale de la santé il y a plusieurs décennies de ça. Mais c'est encore la définition avec laquelle on travaille. Donc, what is considered health inequity? Qu'est-ce qui est considéré comme inéquité en santé? Des disparités en santé qui amènent à des pratiques et des politiques injustes qui créent des obstacles aux possibilités. Que ce soit, par exemple, les médicaments génériques pour combattre la pandémie du VIH-Sida en Afrique subsaharienne au début des années 2000, et en quel cas on a également eu tout un débat pour interdire la circulation des brevets pharmaceutiques et interdire la suspension des droits de propriété intellectuelle. C'est le même exemple. Il y a des formes d'iniquité qui se transposent également dans les formes de coopération et de solidarité internationale en santé mondiale. Et que ce soit les vaccins ou que ce soit le traitement, les médicaments génériques dans d'autres contextes de pandémie, je crois que le propos consiste à dire qu'on a manqué de sens éthique dans les principes de distribution équitable à l'échelle mondiale. Thank you, Dr. Chung. Merci, Dr. Chang. Une autre question. Si 3% des vaccins étaient pour les pays développés, est-ce qu'il y a eu une surveillance de la distribution? Est-ce que
Est-ce qu'il y a eu des vaccins qui ont été dirigés plutôt vers les pays vulnérables? Oui, au départ, le plan initial, COVAX, c'était de distribuer les vaccins aux pays de façon à ce que tous les pays, pas seulement les pays vulnérables, les pays à faible revenu, soient vaccinés à hauteur de 3 de leur population et ensuite on voulait amener ce pourcentage à 20 mais il y a peut-être eu, et puis ensuite il y a eu différents accords pour, étendre la vaccination petit à petit. Alors, où ont été dirigés ces vaccins une fois qu'ils ont atteint ces pays, alors là, ce sont les pays qui devaient décider parce que l'OMS n'a pas d'autorité pour dire aux pays ce qu'ils doivent faire avec les vaccins une fois qu'ils les ont reçus, qui doit obtenir la priorité. Il y a eu des conseils, des cadres qui ont permis d'établir qui était le plus à risque et qui devait recevoir la vaccination en priorité. Ça, ce sont les pays qui ont travaillé là-dessus, qui ont regardé les chiffres et qui ont pris les décisions. De façon générale, la plupart des pays ont, quand même établi les priorités sur les mêmes groupes, de personnes à risque, par exemple les personnes plus âgées, les personnes avec des comorbidités qui présentaient plus de risques face à la Covid. Ça a été la priorité et ensuite ça a été étendu à d'autres types de populations. Mais du point de vue COVAX, il n'y avait pas de discussion sur, la façon dont les pays individuels devaient établir les priorités au sein de leur pays. Il n'y avait pas autorité pour ce faire. Oui, c'est assez, commun, les États-Unis, les Nations unies de façon générale, heu, en fait, ont des aspirations, mais on n'a pas toujours les mécanismes qui permettent de mettre en œuvre ces aspirations. Donc malheureusement, s'il y a un régime corrompu, par exemple, et qu'il y a une pandémie, on ne peut pas, soudain, espérer qu'il y aura, l'équité. Ah, Dr Chang, avant de poser la question suivante, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, peut-être simplement, dire que le mécanisme, hem, heu, tout ce qui était la mise en place Accelerator Treatment, COVAX, c'était vraiment en fait un phénomène très intéressant à analyser sur le plan du design institutionnel parce que de toute évidence, dans des contextes extrêmement comme inédits, urgents, on a fait preuve quand même d'une forme d'ingéniosité dans la mise en place de mécanismes qui étaient censés faciliter la coopération internationale. Et je le dis vraiment en toute transparence, je crois que le leadership, par exemple, de Dr. Tedros à la tête de l'Organisation mondiale de la santé a véritablement fait preuve, comment dire, d'une forme de conviction éthique et qui malheureusement ne s'est pas nécessairement transposée dans les actions. Et je dirais qu'un des problèmes de COVAX, c'est que, et quand je parle de, comment dire, des aspects très intéressants aussi des transformations institutionnelles au sein de l'Organisation mondiale de la santé et de la gouvernance globale en santé au-delà de l'OMS, c'est que maintenant, nous avons une constellation d'acteurs étatiques, des acteurs privés, comme par exemple la Fondation Bill Gates, qui a eu quand même un droit de regard assez important dans ces discussions. Les ONG, il y a certaines ONG qui ont des portefeuilles plus importants que le budget national complet de certains pays qu'ils assistent. On fait donc affaire avec des acteurs différents, euh, avec des inégalités dans les rapports de pouvoir, et ça rend donc l'analyse de tous ces phénomènes extrêmement intéressant. Et par exemple, toute la négociation autour de la suspension des droits de propriété intellectuelle, force est de constater que l'Organisation mondiale du commerce, qui n'est pas assujettie à l'ONU et qui n'a pas comme tel de lien organique avec l'Organisation mondiale de la santé, a pu d'une certaine façon saper les efforts ou le leadership moral éthique de l'OMS pour des raisons économiques, de propriété intellectuelle complètement différentes. Et c'est là où on voit aussi, comment dire, les problèmes et les écueils sur le plan international et des mécanismes de coopération, hein, tout simplement, qui sont vraiment des challenges, des défis qu'il va falloir adresser. Et en bout de ligne, on a dû s'en remettre à une forme de philanthropie, je dirais, capitaliste pour, comment dire,
on a fait appel à la charité plutôt qu'à des concepts éthiques d'équité ou même de justice distributive pour faire fonctionner le mécanisme de COVAX et on a dû s'en remettre à la volonté discrétionnaire des États sans avoir aucun mécanisme d'enforcement ou de sanction pour véritablement mettre sur place des mécanismes de coopération internationale un peu plus robustes. Alors, donc, la philanthropie capitaliste, aussi bien intentionnée soit-elle, ne pourra pas toujours être la solution aux futures pandémies, crises sanitaires et changements climatiques qui guettent notre avenir commun. Thank you. This is a Merci. question for Dr. Smith. Une question pour le Dr. Smith. Étant donné qu'il y a tout un discours très développé sur la justice et l'équité en santé mondiale, dont justement la conversation d'aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que cette notion vague d'équité était aussi populaire pendant la pandémie de COVID, mais qu'il était beaucoup plus difficile de traduire cette éthique dans la pratique? Pensez-vous qu'il y a un manque de lien entre les éthiciens et bioéthiciens et les décideurs politiques? Eh bien, merci pour la question. J'ai deux réponses, mais qui sont assez cyniques en fait. La première réponse, c'est que le travail philosophique, Rio a mentionné de son travail avec Joanne et puis Norman Daniels, Amartya Sen également et les autres. Donc, ce travail est très important pour pouvoir éclairer les décisions politiques. Mais beaucoup de décideurs politiques n'ont pas tendance à lire les travaux de bioéthiciens ou de philosophes. Je dirais qu'il y a un bon travail qui a été fait du point de vue de l'éthique clinique pour intégrer l'éthique dans les hôpitaux et aider pour prendre des décisions cliniques et comprendre les contraintes du système dans lequel on travaille et comment appréhender ces contraintes de manière éthique. Mais du point de vue de la politique et des politiciens, on n'a pas fait un aussi bon travail de sensibilisation pour permettre d'éclairer les décisions de politique. Donc, il faut voir comment on pourrait appliquer les points de vue des bioéthiciens dans la pratique. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des contraintes qui se présentent et qui ne nous permettent pas de traduire pleinement les engagements et les notions mentionnées dans la bioéthique. Donc, ça, c'est un premier point de vue. Le deuxième point de vue, qui est encore plus cynique à mon avis, c'est que avec des idées de justice, d'équité et faire en sorte qu'elles restent vagues, eh bien, on peut s'en sortir comme on veut. On va pouvoir faire ce qu'on voulait faire de toute façon, tout en gardant cette étiquette d'équité. On peut toujours parler d'équité et de solidarité tout en ignorant le fait qu'en fait, on n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire. Mais on peut continuer d'utiliser ces mots, que ce soit les éthiciens ou les autorités de santé publique ou les politiciens. Et donc, notre travail en tant que bioéthicien, c'est de tenir ces gens qui utilisent ce langage, ces termes, les tenir redevables et de s'assurer que ça guide leur travail de politique pour qu'ils disent ce que nous mettons en œuvre. Ça doit être en fait suffisamment spécifique si on veut vraiment pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, je crois que c'est notre travail. Tout n'est pas cynique, mais je crois que nous avons un rôle à jouer pour corriger ce que pensent et font les politiciens. Dr. Chung, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Peut-être une chose que je constate depuis la COVID-19, c'est que même au sein de la communauté académique dans le domaine de la bioéthique, il y a eu, je pense, un plus grand partage interdisciplinaire. Par exemple, moi, je suis plutôt une philosophe politique qu'une bioéthicienne si on parle vraiment en langage disciplinaire. Et j'ai constaté que, par exemple, les questions, je ne dis pas qu'en bioéthique, on ne soulève pas les questions de justice ou évidemment qu'on les soulève, mais peut-être parfois à une échelle un peu plus clinique,
individuelle au niveau de la relation patient-médecin et des gens comme Maxwell qui font plutôt de l'éthique de la santé publique et des gens comme moi en philo-politique qui s'intéressent plutôt vraiment à des théories de justice distributive ou aux théories au sujet de qu'est-ce que veut dire fairness, qu'est-ce que ça veut dire équité. Eh bien, j'ai eu l'impression quand même que pendant la pandémie, il y a eu vraiment une plus grande ouverture de part et d'autre pour avoir une conversation plus collective, moins séparée de façon disciplinaire. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de très positif. Et il faut tout simplement espérer que nous serons capables éventuellement d'engager cette conversation au niveau des politiques publiques. Voilà, un peu comme par exemple, et je rebondis sur une question qui est posée par, j'ai vu une question qui a été posée par Manisha Pawa, je crois, oui, Manisha Pawa, et ça me fait penser, et Daryl, Yes. yes, go Yes, ahead with that question, and thank maybe I'll be thank able for to follow, that yes. comment, Dr. Chung. I appreciate your Merci pour vos commentaires, Dr. Chung. J'apprécie votre perspective sur la justice dans une perspective sociopolitique et j'enseigne un cours sur la théorie de l'éthique à l'heure actuelle et nous utilisons différents écrits et où il est important de parler de justice, à mon avis, avant de parler d'autonomie. Parce que quand on regarde, quand on pense au monde juste et à la société juste, définir cela a un impact sur notre compréhension d'autres principes. Donc, j'apprécie cela. En tout cas, nous avons une autre question. À part les vaccins, quelles sont les autres approches qui auraient dû être prises en compte ou envisagées pour faire progresser l'équité en santé mondiale pendant la pandémie? Et je suis préoccupé que de se centrer sur les vaccins, ça reflète en fait des préjugés sociaux pour des solutions de biotechnologie aux dépens des déterminants sociaux et politiques. Un autre exemple positif qui peut nous donner un peu d'espoir, c'est que, par exemple, en épidémiologie sociale, suivant les travaux de Michael Marmot, tout le paradigme, le cadre théorique des social determinants of health a vraiment eu, je pense, une prise sur les politiques publiques en santé publique dans plusieurs pays, au Canada, en Grande-Bretagne. C'est pas parfait, mais quand même, on a vraiment vu une influence théorique et pratique du modèle des déterminants sociaux de la santé, qui d'ailleurs a été aussi très, comment dire, très mobilisé en Amérique centrale, en Amérique latine. Et les philosophes politiques, les gens comme Amartya Sen, les gens comme Norman Daniels, etc., ont vraiment cherché aussi à donner une justification philosophique à la légitimité du modèle des déterminants sociaux de la santé. Et je pense que justement, cette question nous appelle à justement réouvrir cette conversation au lendemain de la pandémie. Nous sommes encore dans la pandémie, mais peut-être qu'un moyen de mieux prévenir les crises sanitaires du futur, c'est aussi de revenir à ce modèle des déterminants sociaux de la santé et se rendre compte pourquoi inequality is bad to everyone's health. Et donc, mieux prévenir les crises futures en investissant non seulement dans les solutions biotech, mais sur, encore une fois, les déterminants sociaux de la santé. Yes, thank you. Merci. Any comment there, Max? Y a-t-il des commentaires, Max, que vous aimeriez ajouter ou vous souhaitez-vous passer à la question suivante? Je pourrais intervenir brièvement. Tout ce qu'a dit Rioa, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Et je suis d'accord sur le fait qu'on s'est beaucoup centré sur les vaccins et l'équité en matière de vaccins et qu'on a manqué beaucoup d'autres réflexions en termes d'équité.
Là où les bioéthiciens sont inclus dans les conversations, c'est sur les 7 priorités et l'allocation, la distribution des ressources. Vous avez déjà une situation, un problème devant vous et avec ces contraintes, comment est-ce que vous allez arriver à la plus grande équité possible? Et une des choses dont on ne se rend pas compte, c'est que la raison pour laquelle il y a ces équités et la raison pour laquelle elles vont être exacerbées, c'est en raison des conditions sociales, des déterminants de la santé, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou à l'international. Donc, la première chose à laquelle il faut trouver un remède, c'est de penser à la robustesse des systèmes de santé dans les différentes parties du monde, voir les approches que l'on doit avoir, comment on peut partager les données de manière plus équitable. Et souvent, cela est remis à l'arrière-plan parce qu'on est en pleine crise et qu'il faut voir comment distribuer les vaccins. Et ensuite, quand on est sorti de l'urgence, il y a moins d'intérêt, moins d'appétit de résoudre les problèmes structurels qui causent les inégalités. Il n'y a plus cette urgence. Donc, quand on pense à l'avenir, et Ria a raison, quand on pense à l'avenir et quand on pense à la prévention d'autres crises de santé publique, il faut évidemment penser à la manière dont on va attribuer les ressources, mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut voir comment renforcer les systèmes de santé, renforcer la surveillance et le partage des données avant ces urgences, de manière à ce que quand ces urgences se produisent, on n'ait pas les grandes iniquités qu'on a vues pendant la pandémie de COVID-19. Donc, il faut penser cela. Et aussi dans la communauté de l'éthique. Évidemment, ce sont des problèmes qui ne sont pas aussi sexy, disons, que ce qu'on a vu au cours de la pandémie. D'autres commentaires, un autre commentaire. Ce que je comprends, c'est que pour pouvoir répondre aux besoins d'équité en santé et de justice, il faut mieux comprendre quel est notre engagement, ce qui permet de mettre en œuvre cet engagement. Notre difficulté dans les espaces, c'est que les espaces civiques, pour discuter de ces idées, ces espaces publics sont en pleine érosion et que le contexte social et politique mondial est de moins en moins ouvert. Donc, quel pourrait être le rôle des gens qui travaillent dans la bioéthique, dans les domaines de bioéthique et des organisations qui y travaillent, et quel est le rôle de la Société canadienne de bioéthique à cet égard, pour qu'on ait des compréhensions partagées et qu'on puisse passer à l'action. Alors, je vous donne la parole, Maxwell, et ensuite ce sera Riawa. Alors, c'est une question fantastique, effectivement, parce qu'on ne pourra arriver à rien si le public n'est pas impliqué dans la conversation et que les valeurs du public soient reprises dans les décisions politiques. Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, l'appétit, la volonté d'avoir ces conversations. Même si l'environnement est en pleine érosion, les espaces civiques sont en pleine érosion, et il y a quand même des espaces où les gens veulent s'engager. Et je crois que le rôle des bioéthiciens et de la société serait de voir comment on peut s'impliquer comme aujourd'hui, avoir des membres du public qui pourraient participer également à ces conversations. Ça, c'est une manière de le faire. Je crois que le rôle des bioéthiciens, et peut-être que le public a le même point de vue, c'est qu'on a tendance à avoir une expertise morale. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et qu'on dit, voici ce que requiert la justice. Et c'est la seule manière de le faire. Bon. On peut donner notre point de vue et donner nos arguments, mais dans les cercles politiques, ce ne sera pas accepté parce qu'on vit dans des démocraties libérales pour la plupart d'entre nous et on ne peut pas imposer notre point de vue sur les décideurs politiques et sur le public. Nos points de vue peuvent éclairer les décisions du public et des décideurs politiques. Donc, ce que l'on peut, c'est sensibiliser le public sur les différentes manières d'arriver à la justice, les différentes manières dont la justice peut se présenter sous différentes perspectives. Et puis aussi, plus important, illustrer les exemples d'un point de vue. Donner des exemples d'un point de vue. Par exemple, la sécurité, l'intérêt national qui ont été mentionnés par Roya. On pourrait avoir un intérêt ou une approche de sécurité nationale pour les questions de santé et montrer à quel point ça peut avoir un impact négatif sur la santé publique à long terme. Ça, c'est notre point de vue. On peut montrer cela, on peut montrer les implications et que ça peut ainsi faire changer les décisions à l'avenir ou les points de vue à l'avenir. Chung?
En ce qui me concerne, c'est vraiment une question tellement importante et tellement fascinante et je pense que justement, nous vivons premièrement un temps extrêmement difficile. C'est des temps très troublants et oui, la conversation démocratique, la délibération, la raison publique, sont, mises en péril. Étant donné la polarisation, comme les fake news, la mésinformation et l'idéologisation des positions des uns et des autres, il n'y a pas de doute là-dessus. J'allais dire que le rôle de la communauté des chercheurs est essayer de rendre le point de vue scientifique le plus accessible possible et tout en essayant de ne pas polariser davantage les points de vue, comme on a vu par exemple et qu'on voit encore avec le phénomène de l'hésitation vaccinale, que je trouve fascinant à étudier justement parce que ça nous apprend aussi, je pense, les écueils, les défis dans la conversation publique. Et il va falloir, je pense, faire preuve de plus de, comment dire, de flexibilité dans notre façon d'écouter et de présenter les points de vue. Et je dis ça même à mes collègues scientifiques et à la communauté scientifique en général. Il va falloir qu'on trouve des moyens de communiquer sans polariser et de vulgariser sans perdre de vue quand même nos convictions, quoi. Euh, mais en même temps, je voulais aussi dire que j'ai longtemps pensé, je le pense encore, que les arguments prudentiels doivent parfois être mobilisés pour rendre les discours éthiques plus accessibles. Donc, et vous savez, en philosophie, il y a même toute une tradition sur la notion de prudence qui est comme la porte d'entrée vers la moralité. Alors, c'est pas toujours mauvais que d'avoir des arguments prudentiels. Par exemple, je parlais tout à l'heure du nationalisme de la santé. Évidemment que d'un point de vue conséquentialiste, c'est tout à fait légitime qu'on demande à chaque gouvernement responsable de s'occuper de sa population. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des positions comme Emmanuel's au sein du NIH aux États-Unis qui ont défendu une forme de nationalisme vaccinal. Et je pense qu'on n'a pas besoin de se choquer contre ce genre de discours qui fait complètement sens sur le plan logistique. Et par exemple, dire que l'inégalité, inequality is bad for our health, is bad also for climate change, is bad for L'inégalité est mauvaise pour le changement climatique, les pandémies futures. de rendre nos arguments éthiques accessibles au grand public. Mais en bout de ligne, ce qu'il ne faut jamais quand même perdre de vue, c'est que le droit humain à la santé est inconditionnel and should not rest on the possibility to be argued Et as ne doit pas être argumenté exclusivement sur un plan prudentiel parce que parfois, le droit à la santé humaine et le droit à la santé pour certaines populations ne sera pas dans l'intérêt du plus grand nombre. Néanmoins, ça doit être un droit inconditionnel et sur lequel la communauté internationale doit être prête pour lequel la communauté internationale doit être prête à se battre et doit être prête à appliquer à nous tous. au discours prudentiel. Et c'est très important, je pense, de toujours quand même dire qu'en bout de ligne, c'est quand même l'argument éthique qui doit primer quand il n'y a plus d'argument instrumental à faire. That's a nice segue into another question. C'est une bonne transition vers une autre question qui a été posée et qui porte sur l'idée de l'équité par rapport à l'éthique. Quelle est la distinction entre les deux? Est-ce que vous avez des idées à nous communiquer sur cette distinction? Si l'équité ne concerne pas l'éthique, quelles sont les fondations théoriques de ce concept? Max, je sais que c'était une des premières puces, hein. Vous avez parlé d'équité sans éthique.
Est-ce que c'est juste un mot, qu'on entend ou est-ce que, il y a derrière, une idée qui peut emmener notre conversation, hem, justement lorsqu'on parle d'éthique? Oui, c'est une très bonne question. Je ne connais pas la réponse. Bien sûr, l'équité est une idée, dominante, et heu, l'économie également. Et peut-être que ceux qui sont responsables des politiques, vont, aller dans un certain sens et réfléchir d'une certaine manière. Pour ceux qui utilisent l'équité et qui disent qu'ils, se penchent sur l'équité et qui, en même temps, ne, comprennent pas qu'il y a des liens avec l'éthique, qu'il s'agit d'une valeur éthique, alors je dirais que là, on n'a pas de cohérence. Donc, je pense qu'il y a une façon d'utiliser l'équité d'une façon qui ne soit pas éthique, c'est vrai, mais ce que ça montre, c'est que l'éthique et les valeurs, qui les sous-tendent sont tacites. Ça peut être une vision utilitarienne, ou quelque chose de complètement différent. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit tous s'entendre sur ce qu'on entend par l'équité, mais on doit être explicite, sur ce que nous, on pense et être capable, de gérer les désaccords. Parce que, c'est ainsi qu'on va peut-être, pouvoir faire avancer, les objectifs politiques. Mais il y a une aversion à ça parce que les gens n'aiment pas avoir ces conversations, se rendre compte qu'ils ne sont pas d'accord. C'est, beaucoup plus facile d'utiliser les termes et d'ignorer, les désaccords qui peuvent, se faire jour. Et tout le monde peut dire, qu'il, vise le même objectif et tout le monde tombera d'accord. Y a-t-il, des commentaires, Dr. Chang? Je pense que Maxwell a tout à fait raison. En tout cas, une partie de l'analyse, je pense, est liée au fait qu'on a fait du concept d'équité soit un concept logistique ou soit un concept économique, mais au sens un peu banal du terme. Il faut rappeler que, par exemple, quelqu'un comme John Rawls, qui est un philosophe très, très connu, qui a beaucoup réfléchi sur le principe de justice distributive, qui est souvent invoqué pour justifier notre système de santé, ici au Canada, le régime public et universel des soins de santé. Lui-même avait utilisé, par exemple, des arguments économiques comme l'optimum de Pareto pour expliquer pourquoi, pour toutes sortes de raisons, pourquoi il est rationnel aussi d'être équitable. Et donc, c'est là où je disais tout à l'heure que parfois, justement, on oublie, on perd de vue l'argument éthique et on retient simplement l'argument instrumental, vidé de son sens. Et je pense encore une fois que l'éducation collective et une certaine forme de literacy scientifique, philosophique, éthique, c'est de nous rappeler sans cesse que c'est pas juste pour des raisons d'efficience ici au Canada que nous avons un régime public de santé. C'est parce que véritablement, il y a des principes philosophiques qui en fait sont des principes d'équité et de fairness qui justifient le partage de nos ressources collectives, toujours à l'avantage des plus défavorisés, pour justifier justement cette forme de solidarité sociale que nous avons. Et ça me rend quand même, ça me remplit d'espoir dans un certain sens c'est-à-dire, à chaque fois qu'on remet en cause, par exemple, le régime public de santé, c'est très important de ramener l'histoire de cette conversation philosophique. Mais ça me remplit d'espoir que nous sommes encore un pays, malgré tout, où un régime public de santé existe encore et qu'il y a encore des défenseurs de ce régime public de santé. Et ça me fait penser que nous avons quand même peut-être une tradition philosophique ou un ensemble de valeurs parce que vous vous souvenez, Burr Romano, par exemple, Romano, quand il avait publié son rapport sur Guided by Our Values pour défendre le système public de santé, parmi les values qui nous guident en tant que population canadienne, il y avait l'idée de justice sociale, redistribution des richesses collectives pour les plus désavantagés, solidarité sociale, fairness, equity. Alors, c'est bon, je pense, de nous rappeler cette histoire commune de temps en temps. Un autre exemple, je sais que le temps file, mais à l'époque de Stephen Harper,
on avait coupé le budget pour les soins de santé aux réfugiés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu une grande mobilisation des avocats et des médecins pour la défense des droits à la santé des réfugiés qui ont intenté une poursuite au gouvernement canadien. Ils ont eu gain de cause. Et au moment où Trudeau est arrivé au pouvoir, et ce n'est pas pour prendre parti, mais simplement des fois, il faut saluer les bons coups, le gouvernement de Trudeau a triplé le budget alloué pour les soins de santé aux réfugiés. Mais bien que ce soit un changement positif et qui, encore une fois, je pense, interpelle des valeurs communes comme équité, solidarité sociale, etc., le cas des migrants et des réfugiés est un test case, à mon avis, et c'était justement une des 3 figures de la sécurisation de la santé sur lesquelles je travaille. Ça va être très, très, très important à l'avenir quand on va être débordé par des demandes de migration, de réfugiés climatiques, de réfugiés politiques et simplement de migrants économiques en détresse, de se souvenir que c'est une forme de nationalisme de la santé que de fermer nos frontières sur la base de l'état de santé de ces migrants. C'est une forme de discrimination. Telle personne est handicapée, coûtera trop cher à notre système public de santé, donc on va lui refuser la citoyenneté. C'est une forme de médicalisation de la citoyenneté qui révèle une forme de sécurisation de la santé au nom des intérêts nationaux qui vraiment confrontent et s'opposent aux droits humains à la santé. Et à ce titre-là, je pense qu'en termes de politique publique, on devrait toujours défendre le droit d'une loterie aveugle et pas sélectionner les migrants ni les réfugiés sur la base de leur état de santé. Je pense que ça, c'est une grave erreur morale aussi que l'on fait en tant que pays. Mais c'est une discussion qu'on aura dans un autre contexte. Right. Well, thank you very much. And just your last comment there, Dr. Merci Chung. beaucoup. Votre dernier commentaire, notamment, vous avez parlé d'équité, de solidarité Important ethical values that et de ces valeurs éthiques. we have to take them as a group. Nous devons les considérer en groupe, hein. On ne peut pas parler, par exemple, d'équité sans parler de solidarité. We're pretty well Ce sont des termes qui vont ensemble. both of our On arrive à la fin de notre session. Je voudrais remercier nos présentateurs et tous ceux qui ont participé à cette conversation. Merci beaucoup. Et je pense que je vais repasser la parole à Catherine pour des commentaires finaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daryl, et merci beaucoup, Ria et Maxwell, de nous avoir fait part de vos réflexions sur ces sujets importants. Je voudrais également remercier l'équipe en coulisses, Catherine, Victoria, Amanda, Andrew et les interprètes qui ont travaillé. Toute cette équipe a permis la tenue de ces conversations. Merci également à notre public d'avoir posé des questions. Nous étions ravis que vous soyez avec nous. Voilà qui conclut notre session d'aujourd'hui et notre dernière conversation dans cette série. N'oubliez pas qu'il y a un atelier vendredi, bioéthique et médias, et nous espérons peut-être vous proposer d'autres conversations l'année prochaine. Très bonne semaine nationale de l'éthique en santé à tout le monde et très bonne journée.